Et j'ai utilisé le design thinking et puis je l'ai Ubisoftisé un petit peu. À la culture et au À la pratique. culture, aux pratiques, dans un langage qui, a priori, parlait aux sceptiques, on va dire. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Product Leader Stories. J'ai le plaisir d'accueillir Bastien Lanier. Bonjour. Bonjour Martin. Tu es Product Director chez Ubisoft. Bastien, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être présent à mes côtés aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Je suis Bastien. Dans ma carrière, en gros, j'ai deux mouvements. Un premier mouvement de 3 ans de consulting sur des sujets web. Et puis, en 2008, je suis arrivé chez Ubisoft. Et je suis resté chez Ubisoft depuis. J'ai commencé en tant que chef de projet sur des sujets marketing, rattaché au département IT. Et puis, à l'époque, Ubisoft était beaucoup plus petit et était vraiment en expansion, en growth. Et donc, on a commencé à explorer plein de sujets que l'IT n'adressait pas. Et donc, j'ai eu l'occasion, entre 2008 et, on va dire, 2014, de faire partie d'une équipe qui a grossi et qui a exploré plein de nouveaux, enfin, pas des nouveaux, mais en tout cas des sujets qui n'étaient pas adressés à l'époque. Gestion des communautés, service client, le web aussi. Tout ça, c'est des sujets qui n'étaient pas vraiment gérés par l'IT. Et donc, on a fait grandir le périmètre de l'équipe. Je suis passé manager. Et ce faisant, on a aussi progressivement exploré des nouvelles méthodologies parce qu'au début, on était très waterfall. Et c'est là où on a introduit plus de l'agilité. Et à partir de 2015, on a commencé à approcher le product management, ce qui fait que je suis devenu, à partir de 2017 ou 2018, directeur produit au sein de l'IT, jusqu'à 2023, où en 2023, j'ai changé complètement de département et je suis maintenant rattaché au département de Production Technology. C'est donc à l'inverse de l'IT qui adresse plutôt les problématiques métiers transverses, finance, RH, marketing. Plutôt le support, le service support. Voilà. Et puis évidemment l'infrastructure qui est énorme chez Ubisoft parce qu'on supporte nos jeux. Je suis passé donc chez Production Technology qui a pour mission de fournir des technologies aux équipes qui développent les jeux vidéo. Donc plutôt côté métier. Plutôt côté vraiment métier, cœur de métier. Donc c'était intéressant de se rapprocher du cœur de métier. Et donc ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis directeur produit au sein d'une équipe qui a pour mission d'aider les équipes qui développent à apporter une meilleure qualité dans les jeux. Ok, chouette. Et peut-être petite question de curiosité, aujourd'hui, tu as des liens encore avec l'équipe IT. Comment vous fonctionnez entre une équipe produit digital plutôt côté métier et l'IT du groupe qui est plutôt en transverse, voilà, comme tu disais, sa fonction support. Alors, il y a trois grandes équipes de technologie chez Ubisoft. Okay. Il y a une équipe IT qui est très concentrée sur la partie infra, comme je disais. Et donc, nous, on est consommateur de l'infrastructure de l'IT à ce titre. Donc, c'est à ce titre que je travaille beaucoup avec eux. As a service. As a service. Au sein de l'IT, il y a également l'équipe du Data Office, avec qui on travaille beaucoup, puisque tous nos flows de data peuvent passer par cette équipe-là. Donc, c'est aussi un partenaire très important. Il y a une autre équipe qui n'est pas de l'IT, qui est plutôt en charge des technologies de services consommés directement par les joueurs, donc par exemple le matchmaking, l'authentification de nos joueurs, voilà, ce genre de choses. Ça, ce sont des équipes. Il y a une équipe qui est vraiment qui est très importante et qui est dédiée à ça. Et puis il y a les équipes Production Technology qui sont plus là pour aider les développeurs de jeux à faire du bon travail. Ok. Et dans ces 3 équipes technologiques, qui est en mode produit? Quel est le niveau de maturité ou d'ambition sur ce mode opératoire? C'est intéressant parce qu'on est tous un peu en transformation.
Ok. Donc on se suit les uns les autres pour s'aider. Ok. Comme je disais, on a commencé à effleurer le product management côté IT en 2015-2016. Ouais, donc Et assez avant-gardiste, mine de rien. une chose qu'il faut comprendre, parce que souvent j'ai une question, les gens sont surpris d'entendre que Ubisoft n'est pas une entreprise produit. Ouais. Et donc, une chose qui est bon de rappeler, c'est que le jeu vidéo, c'est avant tout un projet créatif. Je dis bien projet créatif. Quand un jeu sort, il y a la date de sortie, et puis après, il y a souvent quelques missions supplémentaires qui sont shippées. Mais euh, ça s'arrête là, et puis après, les équipes sont affectées sur un nouveau projet. Hmm. Donc ça, c'était historiquement ce qui se passait. Le marché évolue et il y a de plus en plus de jeux qu'on appelle plutôt Game as a Service, pour lequel on a des équipes qui sont pérennes parce qu'on a un écosystème de jeux, une persistance de l'expérience. Et donc régulièrement, le jeu est mis à jour. Je vais en citer un qui est un de nos concurrents, mais qui est très connu, c'est Fortnite par exemple. Donc ce type de jeu-là, il y en a de plus en plus. Ils sont effectivement très rentables. Nous, on a notamment un opus qui marche bien, qui est Rainbow Six Siege, et qui est de ce type-là. Ok. Donc ça, ce sont des produits, effectivement. Ouais. Ce ne sont pas des projets créatifs. Mais il n'y en a pas tant, et c'est pas les premiers jeux qui ont été développés par Ubisoft. Donc la culture produit n'est pas native. Elle est plutôt faible, in fine. Elle est plutôt C'est faible. Projet. On branle. On est nativement plus projet. Donc il a fallu évangéliser tout ça. Hmm. Et donc les 3 équipes techniques sont dans cette transformation d'amener plus un mindset produit dans notre création de valeur. Ok, si on zoome dans tes équipes, Ouais. dans ta direction, du coup, où est-ce que vous en êtes justement dans cette évolution vers du mode produit? J'imagine que du coup, c'est une de tes missions. C'est tout à fait une de mes missions, ouais, ouais. En gros, quand je suis arrivé, je résumerais mes missions à 2 grands chantiers. Le premier, c'est de mettre en place le bon product system dans l'équipe. Et puis l'autre, c'est de piloter la stratégie du portfolio, parce qu'on a un certain nombre de produits dans ces équipes-là. On est une équipe d'environ 130 personnes. Ouais, donc une grosse équipe. Et donc de piloter la stratégie, évidemment, mise en œuvre par les équipes produits, ingénierie et technique. Ok, là-dessus, donc 130 personnes, quand même une grosse équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le niveau de maturité de cette équipe? Comment vous êtes organisé? Est-ce que tu es plutôt dans une pratique, on va dire l'état de l'art du product, ou très adapté suivant le niveau de maturité de l'équipe, suivant peut-être les produits qu'ils opèrent? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr. Quand je suis arrivé, l'équipe était très drivée par l'ingénierie, je dirais. L'équipe produit était assez petite. Ok. Donc il y avait un petit peu de design. Il y avait quelques designers. Il y avait 2 product managers pour l'ensemble du portfolio. Et puis on avait environ à l'époque une trentaine de produits. Alors c'était pas vraiment des produits, c'était plutôt des composants. Ouais. Mais il y avait 2 product managers dans l'équipe. Donc je dirais que la maturité produit, je dirais pas qu'elle était faible, mais dans l'exécution, naturellement, on avait du mal à créer de l'empowerment de l'équipe produit. Et donc les pratiques n'étaient pas vraiment mises en place. Ok. Il y avait aussi un peu une culture de projet dans la manière de faire du produit. Donc, l'un des premiers enjeux, ça a été d'apporter une transformation par rapport à ça, et c'est ce que j'ai fait sur toute la première année. Et c'est essayer de recréer une équipe produit qui s'insère complètement dans le flot de création de valeur avec les équipes d'ingénierie. Ce qui veut dire pas seulement être focus solution, mais remettre en avant le pourquoi on va développer quelque chose. Voilà, mettre en avant le problème. Donc, on s'est souvent moqué de moi en me disant, depuis que Bastien est arrivé, il nous amène des problèmes. Et j'en suis très content parce que ça nous a permis justement de nous poser les bonnes questions. Ou tu les déterres, peut-être. Ou alors on les déterre, c'est ça. C'est pas moi qui les crée, heureusement, j'espère en tout cas. je les déterre. Après 1 an, donc on a restructuré le portfolio. Donc on dit plus qu'on a 33 produits, on a 7 core products. Ok. C'est un peu des product lines si tu veux, sous lesquels on a listé les différents composants qui existent. On en a décommissionné certains, on a transféré à d'autres équipes certains composants ou certains produits. Donc on a vraiment rationalisé notre portfolio. Et ce que j'avais à cœur, c'était d'être capable de raconter une histoire avec ce portfolio. Quand je suis arrivé, sur mon onboarding, mon impression, c'était que on avait plutôt une liste de produits et chacun avait une mission, mais on n'arrivait pas vraiment à lire la cohérence de pourquoi tous ces produits sont dans cette équipe-là.
Ok, très clair. Et donc, j'ai souhaité structurer les domaines avec un domaine qui a une mission très claire, qui vient en complémentarité d'un autre domaine qui a une mission très claire, et ainsi de suite, pour être capable de présenter le portfolio de manière très cohérente. Et je pense que ça a aidé, puisque on a eu des feedbacks comme quoi il y avait une meilleure clarté, en tout cas, sur la mission de l'équipe. Ouais, puis j'imagine que ça permet d'orienter les priorisations aussi. Tout à De fait. dire si c'est une priorisation stratégique du groupe, d'aller sur tel sujet ou tel autre, Ouais. bah, vous orientez, j'imagine, l'effort ou la bande passante. Ça a permis effectivement de créer du focus, de clarifier. Quand je parlais des missions des domaines, c'était important parce qu'il y avait certains domaines, comme il n'y avait pas vraiment de driving stratégique, et c'était plutôt drivé bottom-up par l'ingénierie et puis évidemment en consultation avec les partenaires et les utilisateurs. C'était moins intentionnel dans la manière dont on priorisait. Il y avait moins un axe stratégique. Donc il y a certains domaines pour lesquels on a dû redéfinir complètement la mission. Ça a été un peu dur pour les équipes de s'adapter à cette redéfinition-là. Mais finalement, après quelques mois, on voit que le sens qu'on essaie d'y mettre ressort et résonne. Et donc ça permet aussi d'expliquer la valeur que l'on cherche à apporter ici et là. Ouais, en plus des apports RH, du coup, en bottom-up, c'est intéressant. Ouais. En top-down, on se dit, bon, au moins, on a des objectifs, on est aligné, c'est plus clair. Et en bottom-up, bah, les gens comprennent le sens et l'impact des Oui. actions. Donc. On doit toujours naviguer entre les deux. C'est pas du tout une boîte top-down Ubisoft, mais c'est en train de le devenir depuis plusieurs années. Mais il y a une culture bottom-up très forte. Donc arriver à amener du top dans une culture bottom, c'est ce qui permet justement de refocuser les équipes. Ok, une fois que tu as structuré, que tu as fait tous ces domaines, et je crois que c'est un sujet que tu voulais creuser et qui faisait aussi partie de ce que tu as apporté d'important, j'imagine, chez Ubisoft, c'est toute la notion de pratiques communes dans un portfolio assez important, comme tu l'évoques. Hein. Il y a quand même pas mal d'équipes, pas mal de produits. Tu nous as expliqué tout ça. Voilà, comment on fait en sorte que tout le monde parle la même langue, tout le monde ait le même niveau de pratique. Je crois que tu t'es positionné sur un product system, tu as appuyé cette démarche et ce déploiement, chose dans laquelle personnellement je crois beaucoup et nous on déploie chez beaucoup de clients. Est-ce que tu peux nous en parler, Ouais. de ce que tu as fait, le pourquoi et qu'est-ce qui est selon toi un bon product system, quel feedback t'en tires pour les sociétés, les leaders qui souhaiteraient mettre en place des Ouais. product systems dans leur organisation? Alors j'ai eu la chance qu'on me donne un peu carte blanche quand je suis arrivé. Ça, C'est chouette. Et c'est pas négligeable pour que je propose mon approche produit. Donc je suis pas arrivé j'ai pas réinventé la roue. Hein. J'ai utilisé ce qui est connu. Voilà, j'ai utilisé ce qui est connu et notamment le design thinking. Donc je suis arrivé avec une méthodologie que j'avais déjà commencé à mettre en œuvre dans mon équipe précédente côté IT et qui résonnait bien avec Ubisoft. C'est-à-dire que j'ai utilisé le design thinking et puis je l'ai Ubisoftisé un petit peu. À la culture et au à la culture, aux pratiques, dans un langage qui a priori parlait aux sceptiques, on va dire. Ah, oui. Et puis donc j'ai commencé à le proposer, à le présenter. Il mettait surtout l'accent sur la partie discovery et define, qui n'était pas très en place puisque l'équipe produit n'était pas très développée, pas très empowerée. Et très ingénierie, comme Et très ingénierie, donc toute la partie plutôt aval avec le design de solutions, le delivery était vraiment en place. Mais donc il manquait 3 éléments, il manquait la partie discovery, la partie define, pour vraiment expliquer le pourquoi. Et puis il manquait la boucle de retour avec la mesure. Il y avait une grande culture de l'output, mais pas tant une culture de l'outcome. Chez Ubisoft, j'ai toujours vu la mesure du succès, c'est on a livré ce qu'on avait dit qu'on ferait. Enfin, je ne veux pas généraliser à tout Ubisoft, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu côté IT et puis également dans l'équipe dans laquelle je suis arrivé. C'est pas facile de changer ça, c'est vraiment difficile. Et c'est du mindset aussi. C'est du mindset, mais en fait, ce qui est curieux, c'est que le mindset est là. Les gens sont pas frileux à avoir cette approche-là, mais pratiquement, c'est difficile à mettre en œuvre. C'est difficile de mesurer la valeur, de structurer ça. Donc, apporter le pourquoi, ça a permis d'identifier les critères de succès de manière tangible, pas juste le delivery, et donc mettre en place cette boucle de retour. Ça, c'était les 3 grands chantiers qui venaient avec cette proposition de framework. Avec ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important, je disais tout à l'heure qu'il y avait une équipe design quand je suis arrivé, mais l'équipe design était très peu incluse dans le flow, parce qu'évidemment... Très en support. Très en support. Ah ouais.
et beaucoup moins en approche stratégique et puis en user centricity. Mm. Donc, avec cette mise en place, on a réussi progressivement à les ramener dans le flux de travail. Et aujourd'hui, Les embarquer dans le bout en bout, quoi, de faire du vrai product design. c'est ça. Et disons que la mesure de succès que j'ai aujourd'hui, c'est que les équipes de design sont débordées. Donc c'est plutôt bon signe parce que résultat, elles sont énormément impliquées et on se rend compte qu'on n'a pas assez de personnes pour gérer l'ensemble des actions de design autour du portfolio. Une chose aussi qui a été importante, je continue à énumérer les différents sujets du product system que j'ai mis en œuvre, c'est la priorisation. Il n'y avait pas officiellement de manière de prioriser. Il n'y avait pas de méthodologie, ou alors chacun utilisait la sienne. Donc pareil, j'ai pas réinventé la roue. J'ai utilisé 4 dimensions pour prioriser. La première, c'est l'actionnabilité. C'est pas l'effort, c'est l'actionnabilité, c'est-à-dire à quel point ce problème-là, on pense qu'on est capable de s'en saisir assez rapidement. Est-ce qu'on va partir sur 6 mois de workshop, ou est-ce qu'on sait qu'on n'a pas les ressources pour le faire, ou alors sec sur le sujet, quoi. Voilà, ou alors on est dépendant d'une autre équipe et on ne sait pas si c'est une priorité pour l'autre équipe. Donc on essaie de mesurer cette actionnabilité. Ensuite, il y a l'urgence. À quel point il faut résoudre ce problème-là vite. Donc c'est un peu le cost of delay. Ensuite, il y a la récurrence du problème. À quelle fréquence ce problème arrive? Est-ce que c'est une fois par an, une fois par quarter, mois, semaine, jour? Donc ça nous permet d'avoir un indice d'impact. Et puis enfin, l'impact. L'impact du problème, très concrètement, quand il arrive, est-ce qu'il est valable pour toutes les productions? Est-ce qu'il est valable pour une production? Est-ce qu'il est valable pour une production qui est très importante pour Ubisoft ou peut-être une plus petite? Est-ce que quand il arrive, l'impact est très très fort sur la production ou ça va juste impacter peut-être un développeur? Donc voilà, toutes ces mesures-là, on a des critères, on a du scoring et ça nous permet de faire une note de priorité sur 5. Et donc on a un score de priorité qu'on est capable maintenant de communiquer. Les gens ont pris l'habitude d'utiliser ce framework-là. Ah, sympa, ok. Et ça nous permet surtout d'avoir un moyen de mesurer la priorité transversalement dans notre portfolio. Donc ça enlève les silos. Parce que si on a différents domaines avec différents product managers, aujourd'hui j'ai 5 product managers, différents product managers qui travaillent sur leur priorisation au sein de leurs produits, s'ils ont la même échelle, ça me permet de regarder toutes les priorités du portfolio, puis de me dire quelle est la priorité la plus importante. Si on doit faire un all-in aujourd'hui, c'est où? Ouais, tu arrives à top-liner facilement et te dire, ok. Un gros game changer, et c'est un peu plus sur le stakeholder management, ça, ce que je vais dire, ce qui est important quand tu fais du produit pour une boîte, mais pas en B2C pour des utilisateurs externes, mais quand tu fais du produit au sein des boîtes, c'est qu'on a souhaité vraiment prendre le temps d'aligner les priorités en amont du travail. C'était pas forcément fait systématiquement avant que j'arrive, donc j'ai mis en place une cérémonie toute simple. Donc on a des cycles en agile, on est selon les équipes en Kanban ou en Scrum, c'est-à-dire sur plusieurs sprints. On a des grands cycles de delivery qui sont plus un peu du marketing de ce qu'on amène au sein de la boîte, comme des releases, voilà, exactement. Et donc en amont du début d'une release, on annonce ce que sont pour nous les principales priorités avant de commencer à travailler dessus. Donc on a des réunions avec nos partenaires principaux. Et à l'occasion de ces réunions, chaque product manager présente les 4 plus hautes priorités, les 4 plus hauts problèmes à résoudre sur lesquels on va travailler. Généralement, en prenant 4, on a 80-85% du focus de l'équipe. Parfois, on en a beaucoup plus, mais il y a souvent une grosse partie du focus de l'équipe qui est pris sur ces 4 priorités-là, et ça nous permet de les présenter, de faire aussi un petit peu de gestion de projet, parce que ça nous permet de dire, bah voilà, dans la release précédente, ce qu'on a fait, je vous le rappelle, sur ce problème-là. Puis voilà l'itération suivante, voilà les actions qu'on compte mener. Donc, on parle à la fois d'output et d'outcome dans ce cas-là, le plus possible. Et parfois, on se fait challenger. Et le but, vraiment, c'est on leur dit, vous venez dans ce meeting-là, mais challengez-nous. Dites-nous si on est à côté de la plaque. Dites-nous si on parle des sujets qui vous tiennent le plus à cœur. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a mis dans le mille. De besoin, de la réassurance par rapport... Exactement. Donc, ça a permis plusieurs choses. 1, de créer de la visibilité, qu'il n'y avait pas assez. 2, recréer de la confiance, parce qu'on les remettait dans la boucle de décision avec nous. Et puis 3, de s'assurer à tout instant qu'on travaille sur les bonnes choses. Donc, dès qu'on a mis ça en place, il y a eu beaucoup de retours très positifs de la part des stakeholders. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on a, je pense, restauré un certain niveau de confiance grâce à cette visibilité qu'on a mis en place.
Je parlais tout à l'heure d'une des missions que j'avais, c'était quand je suis arrivé de m'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses et donc qu'on structure la stratégie du portfolio. Il y a une chose qu'on a faite, qui est une méthodologie que je recommande. On a appelé ça la betting table. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on regarde notre portfolio, on a 100 pièces, comment on les dépense aujourd'hui? Quelle est la répartition des focus de l'équipe sur les différents produits ou composants qu'on a dans notre portfolio? Sur ces 100 pièces et sur cette répartition, pour chaque produit, quelle est la partie des pièces dépensées qui représente du run, du support, des choses incompressibles, versus du growth, donc des évolutions, des nouvelles features, de l'innovation. Donc ça, c'était la photo de l'année précédente. Puis on s'est dit, au regard de nos enjeux stratégiques qu'on a identifiés en parlant avec nos partenaires pour l'année prochaine, quelle nouvelle répartition on souhaite faire de nos 100 pièces? Sachant que on a le run qui est incompressible. Si on souhaite que les produits continuent à être utilisés, on ne peut pas diminuer de moins que tant de pièces ces sujets-là. Et après, comment est-ce qu'on redistribue Qu'est-ce qu'on fait les sujets? Donc ça nous a permis d'identifier par exemple un sujet qui est le test automatisé, qui était assez dépourvu de focus l'année précédente et qui devenait un enjeu stratégique très fort. Donc on a dû dire il faut qu'on augmente de tant de pièces ce sujet-là. Mais si on a toujours 100 pièces et qu'on ne bouge pas, parce qu'on n'est pas en train de recruter énormément dans notre équipe, ça veut dire qu'il faut qu'on déshabille un peu d'autres sujets. Donc ça nous oblige à commencer à prendre des choix difficiles. À renoncer. Ce sujet-là, peut-être qu'il est good enough. On n'a pas besoin d'investir plus sur ce sujet-là parce que il est bien utilisé et puis on peut attendre peut-être 1 an, 2 ans, entre guillemets, on le met dans la glace, continuer à le faire tourner, à le faire utiliser. Mais il va falloir utiliser une partie de ces ressources-là pour aider à accentuer le focus de tel autre sujet. Et ça a permis d'amener pas mal de clarté sur les focus. On a présenté cette betting table, les résultats macroscopiques de cette betting table aux équipes, avec des flèches qui montent. Ça, c'est les sujets qui vont recevoir plus d'amour cette année. Les flèches qui sont stables, on va avoir à peu près une zone d'investissement identique à l'année précédente. Et puis celles qui vont baisser, là-dessus, on va moins travailler, sachez-le. Donc, c'était à la fois pour nos équipes et puis pour nos partenaires, pour qu'ils identifient les grands axes de priorité stratégique de notre équipe. Ouais, puis j'imagine à évangéliser auprès des stakeholders, si on revient sur le sujet stakeholder management. Tout à fait. C'est aidant, quoi. C'est intelligible, etc. Et Bastien, tu évoquais certains achievements. Aujourd'hui, si tu veux l'améliorer, j'imagine que tu as identifié des opportunités de le faire évoluer, ce product system. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. On est loin d'avoir fini. Il y a encore beaucoup de travail. On a fait beaucoup de transformations depuis que je suis arrivé. J'ai été un agent destructeur et c'est fatigant la transformation. Donc, pour éviter de continuer à transformer trop fortement l'équipe, j'ai restreint le champ de transformation à 3 grands objectifs sur cette année. Le premier, c'est peut-être un peu évident, mais on ne l'a pas encore vraiment fait comme il faut, c'est les roadmaps. On est capable aujourd'hui, grâce à notre structuration stratégique, de projeter le travail qu'on veut faire, aussi alimenté par le framework de priorisation, l'alignement avec les stakeholders. Mais on n'a pas encore trouvé le moyen magique de le formaliser dans des roadmaps accessibles à tous, idéalement qui ne demandent pas beaucoup de retravail au product manager et qui soient magiquement synchronisés avec nos Jira, qui est la source de vérité du travail des product managers. Donc, au-delà de l'enjeu outil de comment on va le faire, je souhaite commencer à mettre le pied à l'étrier des PM pour s'assurer et avoir la discipline de maintenir des roadmaps régulières, avec évidemment une vue qui indexe le niveau de confiance qu'on a dans notre roadmap. Plus c'est loin, plus ça peut changer. Mais en tout cas, commencer à le formaliser, et puis idéalement de manière un peu harmonieuse entre les différentes équipes pour que nos stakeholders, ceux qui vont venir consommer cette roadmap-là, comprennent comment on travaille et comment est-ce qu'ils doivent consommer cette information-là. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième, qui est peut-être le plus important, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, c'est, je parlais tout à l'heure de la boucle de retour dans le framework produit. Aujourd'hui, on ne l'a toujours pas, cette boucle de retour. Même si on a, je disais, le mindset et la volonté de regarder l'outcome, on ne s'est pas donné les moyens de le mesurer proprement. Ok. Tiens, une chose que je n'ai pas évoquée, c'est qu'on a aussi mis en place des OKR produits. Je n'en doute pas. Qui n'existaient pas avant. Donc, c'était aussi quelque chose de nouveau. Mais pareil, c'était amusant parce qu'au début, j'ai souhaité à ce que ces OKR soient très mesurables.
mais on n'avait pas les moyens de les mesurer. Donc, c'était plus un entraînement méthodologique qu'autre chose. Ok. On a écrit plein d'OKR. Il y en a certains qu'on a réussi à mesurer, donc c'est super. On a des mesures de succès, mais on n'était pas encore assez mature dans notre framework de mesure de valeur produit Ouais. pour être capable de mesurer tous les key results. Donc, on itère là-dessus. Et ça, c'est mon ambition de cette année, c'est d'être le plus mesurable possible dans l'impact, dans l'outcome, pour être capable tout simplement de dire, nos produits ont permis de faire très tangiblement ça, d'apporter ça, Valoriser, ouais. de valoriser. Un petit peu dans la même vibe, pour être capable de démontrer l'impact de notre produit et nos choix stratégiques, on sait qu'on veut mettre aussi un fort accent cette année sur l'analyse marché. Être capable d'expliquer notre stratégie buy versus build, parce qu'on fait beaucoup de build. Mais c'est important de se poser la question, est-ce que ça vaut toujours... Ouais. Voilà, peut-être qu'à un moment, ça allait du sens d'avoir une stratégie build, mais il se passe plein de choses en dehors d'Ubisoft, le marché évolue, et puis il y a des technos qui émergent. On l'a vu avec le GenAI, ça peut aller à une vitesse folle. Donc il faut qu'on se repose régulièrement la question, est-ce qu'on est toujours compétitif au sein d'Ubisoft, mais aussi vis-à-vis de l'externe, Bien sûr. pour savoir si on fait les bons choix d'investissement. Donc le deuxième, le framework de data, et le troisième, et puis en alimentation de nos OKR, et puis le troisième, c'est le user voice. Aujourd'hui, on a une équipe design qui est donc impliquée dans les flots de travail. On a déjà réussi vraiment à remettre ça au centre de l'équation. Ça, c'est super. J'ai pas eu du mal à les embarquer. Oui, ils étaient très contents, mais c'était plus leur environnement. C'est ça. Du fonctionnement d'équipe. Ouais. Mais on a aujourd'hui une manière très déstructurée de gérer notre user voice. Okay. Donc on a plein de feedbacks qui nous viennent de nos produits. On a des rôles d'ailleurs qui sont dédiés sur la relation entre nos équipes et les développeurs de jeux. Ouais. Donc on a quelqu'un. Vos utilisateurs. C'est ça. On a quelqu'un qui n'est pas UX, mais qui est DevRel, donc Developer Relationship Manager, et qui a pour objectif de parler régulièrement avec les équipes de production pour obtenir leur feedback sur un agenda un peu ouvert. Comment ça se passe sur la consommation de nos produits, et puis quels sont vos challenges de production qu'on doit identifier. Donc ça vient un peu en support des user research ou des user voice un peu plus ciblés de l'équipe design. Donc c'est très complémentaire. Et donc on a plein d'user voice, mais on n'a pas un moyen facile de l'utiliser. C'est-à-dire que je rêve d'un user repository qu'on pourrait, sur lequel, qui centraliserait tout ce user voice, qu'on pourrait facilement consulter pour, par exemple, savoir qu'ont dit nos utilisateurs sur tel produit dans les 6 derniers mois par rapport à tel aspect business du produit. Quel insight on en tire. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un disconnect entre la quantité d'informations qui est d'une richesse infinie qu'on récupère de nos utilisateurs et puis ce qu'on en fait. L'exploitation. Et donc si on pouvait aider nos PM à bénéficier de ça plus facilement, donc c'est un peu du Product Ops, ce dont je parle, ce serait formidable. Et donc ça fait partie des enjeux que je veux attaquer le troisième enjeu que je veux faire sur cette année. Excellent. On a parlé énormément de tous ces enjeux-là sur l'année et ça donne beaucoup d'éléments. En termes de tendances, signaux faibles, internes ou externes, que tu vois qui viendraient impacter les équipes, qui viendraient t'impacter toi aussi dans ton job, dans ces exercices de priorisation, de chantier, Alors, on a un challenge fort, c'est que, comme je disais, notre portfolio, c'est des outils pour les développeurs. Donc, c'est très technique. Et c'est des outils, pour certains, qui ont été développés il y a plus d'une dizaine d'années. Il y a du legacy. Et il y a beaucoup de legacy, il y a beaucoup d'aide technique. Et donc, je parlais du run tout à l'heure dans la betting table. Le run, il est très élevé. Ah ouais, du coup... Et donc, on a un challenge de savoir comment est-ce qu'on va réussir à amener de la nouvelle valeur tout en retransformant complètement, parfois en refactorant complètement nos systèmes. Comment gérer cette dualité-là? Donc, il y a un enjeu de réussir à traduire de la valeur business dans la résolution de la tech debt. Parce qu'on a tendance à séparer les deux, à cacher un peu sous le tapis la tech debt en disant bon, ça c'est les trucs de techos, on vous en parle pas. Par contre, regardez cette belle feature qu'on veut faire ou cette belle valeur qu'on veut amener. Et quand la tech debt elle vient amputer 50% de la capacité de l'équipe, c'est pas. Puis même si c'était moins, je pense que c'est hyper important de ramener malgré tout de la valeur parce que c'est souvent des choses qui vont permettre de débloquer de la valeur business, mais on le voit pas encore.
Donc, tant qu'on ne résout pas cette tech debt-là, on ne pourra jamais apporter cette nouvelle expérience-là, parce que sinon, on va juste rajouter de notre tech debt. Donc, il faut faire le choix fort de travailler là-dessus. Il y avait même un jeu Ubisoft qui, à une époque, c'était plutôt un jeu Game as a Service, dont je parlais tout à l'heure, qui avait d'ailleurs lancé une opération, ils avaient appelé ça l'opération Health, Nettoyage, quoi. nettoyage du code et amélioration de la qualité du jeu. Donc, et les joueurs avaient accueilli très favorablement ça, alors qu'il n'y avait pas de nouveau contenu, il n'y avait pas de nouvelle expérience, et tout le monde avait applaudi dès demain en disant merci de vous occuper de ça, Ouais. parce que c'est important de fluidifier l'expérience. Donc on essaie de s'inspirer de ça. Quelque chose qui va venir sans doute affecter la manière dont on va approcher les choses, c'est le contexte d'Ubisoft. Ubisoft n'est pas dans la meilleure santé financière, et donc ça affecte notre capacité en ressources, puisqu'on a très peu de recrutement. Et donc, ça va nous obliger à avoir des choix difficiles, à ne pas saisir des opportunités. Ça va rendre encore plus exigeant notre exécution en produit. C'est paradoxalement une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle. C'est quelque chose que j'ai observé, c'est dans un contexte d'entreprise qui a une santé financière difficile, c'est là où tout d'un coup, l'application de l'approche produit prend tout son sens. Parce que ça nous oblige à prendre les bonnes décisions, ça nous oblige à être peut-être un peu plus data-driven pour vérifier nos hypothèses, ça nous oblige à définir le succès, à mesurer l'impact pour s'assurer que, et puis de manière itérative pour s'assurer que Ça apporte de la valeur. le début d'investissement semble être aussi prometteur que ce qu'on espérait, donc il faut qu'on continue. C'est plus pragmatique, quoi. C'est ça. Plus pragmatique. Donc, je dirais, s'il y en a qui ont du mal au sein d'une entreprise à évangéliser du produit, si la culture produit n'est pas native, non pas que je souhaite une mauvaise santé financière à ces entreprises-là, mais peut-être il faut savoir saisir une balle au bon, et cette balle-là, qui est une exigence supplémentaire quant à nos choix, c'est une opportunité extraordinaire pour évangéliser davantage de produits, parce que j'ai vu une accélération de la transformation produit chez Ubisoft. Donc c'est à la fois difficile, et ça va nous demander une exigence forte sur l'exécution de notre équipe, mais j'y vois aussi une capacité à exceller dans notre transformation produit. Oui, parce que du coup, dans l'approche produit, où là, parfois le projet, on n'ose pas renoncer parce qu'on va aller au bout des choses. Ouais. Dans le produit, on accepte de renoncer, d'arrêter certains éléments, certaines features, de réorienter, peut-être d'avoir un mode opératoire un petit peu plus lean au sens simple des choses et au sens créer de la valeur. Donc c'est vrai que là-dessus, ça peut aider les entreprises qui souhaitent avoir une approche plus rationnelle et plus pragmatique des sujets parfois. Peut-être un dernier élément où je voulais ton opinion par rapport à ce que tu évoquais. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de produits qui accumulaient du legacy important. Tu as parlé parfois de legacy de l'ordre de 50%. Oui. Est-ce que tu as une philosophie là-dessus ou une opinion à quel moment on arrête complètement un produit s'il a trop de legacy? À quel moment on se dit qu'on le refond complètement? Voilà, est-ce que là-dessus, tu as des paramètres ou en tout cas peut-être une réflexion en cours là-dessus? Parce que c'est souvent un sujet qui revient. Ouais. C'est une question intéressante. Est-ce qu'on rachète? Est-ce qu'on rebuild complètement? Est-ce qu'on reconstruit une nouvelle solution et on ramp up à un moment? Voilà, je dirais qu'il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Déjà, je pense que quand on est dans ce cas de figure-là, quelque chose qui est très intéressant de faire, c'est de faire une étude marché, une analyse compétitive vis-à-vis du marché, pour comprendre si, en oubliant la tech debt, si la value proposition du produit est compétitive par rapport au marché. Et donc, si on a un avantage compétitif, quelque chose qui est très adapté à l'usage au sein de l'entreprise, qui justifie le fait d'avoir buildé au lieu d'acheter, alors déjà, ça vaut le coup de se poser la question si on doit garder, enfin, ça vaut le coup d'envisager de garder l'outil même avec de la tech debt. Après, je pense que la tech debt, elle est aussi fonction de la quantité d'usage du produit, de la quantité d'utilisateurs. Quand tu dois refactorer quelque chose qui est extrêmement utilisé par des milliers de personnes, t'es à risque. Alors c'est très compliqué parce que tu as beaucoup de live, tu as beaucoup d'usage live de l'outil, donc refactorer quelque chose de live, c'est très compliqué. Mais il faut aussi mettre ça en balance du change management que représenterait de changer l'outil, surtout s'il est finalement très adapté aux usages.
Je pense que l'usage de se dire, la pratique de se dire on va repartir from scratch et on va refaire quelque chose, ça vaut vraiment le coup si, si le remboursement de la tech debt va être beaucoup plus cher que, que de recréer et de faire le change management associé. Je pense que c'est cet équilibre-là qu'il faut arriver à trouver. C'est pas du tout une équation facile parce que rien que d'écrire cette équation-là, d'avoir les bonnes données, de la poser, on n'a pas encore trouvé la recette. On essaye parce qu'il y a pas mal de ces enjeux-là justement qui se posent. Comme je disais, on fait des études marché pour comprendre si on a les bons choix stratégiques d'investissement. Ok, hyper intéressant. Du coup, tu nous expliquais à juste titre que vos utilisateurs numéro 1 sont, si j'ai bien compris, les développeurs des jeux. Oui. J'imagine, mais tu me dis si je me trompe et je suis à côté de la plaque, que c'est à la fois du coup un public extrêmement technique et extrêmement pointu sur les sujets, Ouais. et à la fois, j'imagine, je me projette créatif, puisque bon, on est dans le domaine quand même de la création et de la créativité au sens large. Comment les équipes produits, elles appréhendent des utilisateurs de ce profil-là, les équipes design aussi, parce que tu disais qu'elles remontaient la chaîne de valeur. Ouais. Comment on fait pour opérer avec cette typologie d'utilisateurs? Tu parlais de stakeholder management, voilà. Comment on appréhende un public aussi pointu, technique et créatif et qui doit être bien occupé par ailleurs? Alors tu fais très bien de le dire parce qu'effectivement, les équipes produits ont la capacité à développer ce qu'on développe. Elles ont les compétences, elles ont la possibilité de le faire. Idéalement, elles ne le font pas. Comme ça, elles sont focus sur la création de l'expérience créative du jeu. Oui. Et donc, notre rôle, c'est de leur apporter les meilleures technologies. Mais c'est vrai que quand ton utilisateur, c'est quelqu'un d'extrêmement technique et que toi-même, tu es plutôt sur un rôle de product manager, de designer, donc tu es Nativement fonctionnel. nativement plutôt fonctionnel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un enjeu parce que tu te retrouves face à un utilisateur dont tu ne connais pas forcément nativement le métier. En fait, on a plusieurs choix. Soit on essaie d'améliorer les compétences techniques de l'équipe produit, de leur faire une formation de développement, de leur faire s'asseoir à côté du shadowing, de s'asseoir à côté d'un utilisateur toute la journée, etc. Ça, je pense que c'est bien de le faire. De toute façon, c'est important, ne serait-ce que pour la culture et l'ouverture d'esprit. Mais ce sera sans doute pas suffisant, parce que tu n'apprends pas en un jour suffisamment pour être capable après de challenger l'expérience d'un utilisateur. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de s'appuyer sur son équipe d'ingénierie. Il y a on a écrit ça sous forme de triangle chez nous, avec les équipes produits, donc tu as les product managers et les designers. Tu as les équipes d'ingénierie avec les développeurs et tous les team leads, leurs managers, etc. Et puis tu as les équipes plutôt tech avec les tech leads, les architectes. Et on ne doit rien faire sans ce triangle-là. Ouais, l'important, c'est que notre force, c'est pas l'un de ces trois piliers, c'est les trois en même temps. Donc le tabouret, il tombe. Ouais, exactement. Oh, j'aime beaucoup cette analogie. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé à formaliser cette année, même si ça se faisait un petit peu déjà, mais plus on le dit, plus c'est clair, d'utiliser ce triangle-là pour se présenter en face de ces utilisateurs très techniques, pour qu'ils aient à la fois des interlocuteurs techniques qui vont, entre guillemets, les rassurer sur notre expertise, mais aussi la partie produit pour travailler avec eux sur les impacts, les enjeux, la manière dont on pourrait mesurer ce succès-là, et puis après le détail de l'exécution pour aller jusqu'au design de solutions et valider que cette solution a du sens pour eux. Donc on peut pas juste attendre que quelqu'un soit Superman ou Superwoman et toutes les compétences. C'est pas raisonnable. Donc je crois fermement dans la complémentarité des expertises là-dessus. Ça peut exister, les moutons à 5 pattes, mais généralement ça devient vite des single point of failure. Si cette personne s'en va, on sait plus quoi faire. Donc je préfère essayer d'éviter ce genre de syndrome. Je trouve super intéressant. Et peut-être du coup ma dernière question qui est un petit peu liée à la question précédente. Est-ce que les équipes produits, et même toi y compris, vous arrivez à faire le lien avec les utilisateurs finaux? C'est-à-dire entre votre fabricant de jeux vidéo, si je suis un peu caricatural, entre les développeurs techniques qui sont vos utilisateurs du jeu et le besoin et le jeu in fine. Et justement, est-ce que ça fait partie aussi du challenge sur des profils peut-être plus fonctionnels, de venir challenger aussi les équipes créa, construction du jeu, sur qu'est-ce que les utilisateurs finaux des jeux veulent vraiment? Bien sûr, parce que c'est eux nos vrais clients. Il existe
Donc, il existe des équipes qui ont la charge d'être en contact direct avec les joueurs. Notre service client, oui, nos gestion tout de le support, communauté, tout le support, etc. Donc, ces gens-là sont les premiers à recevoir tous les insights. On a aussi, nous, des systèmes qui sont plutôt chez nous, dans mon équipe, et qui ont tout le tracking de l'expérience du joueur, mais dans le sens performance du jeu, dans le sens crash. Est-ce que le jeu a crashé? Est-ce que le jeu a un problème de performance? Très data-driven. Donc là, c'est pas le joueur qui va nous dire j'ai un problème. Il n'y a pas de biais au moins. Il n'y a pas de biais, on est capable de le mesurer en direct. Donc nous, on récupère toutes ces informations-là. On n'est pas complètement déconnecté de ce qui se passe. Par contre, on ne va pas leur parler, on ne va pas être en direct avec eux. Très clair. Mais pour les cas de figure, parce qu'il y en a quand même plein via notamment le service client où les joueurs vont venir remonter quelque chose, il y a des mises en place de chaînes de boucles de retour avec les équipes de production. Je pense qu'aujourd'hui, on a matière à améliorer cette chaîne-là et à la fluidifier. Donc, ça fait partie aussi un peu des enjeux stratégiques. Mais voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. En discussion et en interaction directe hors data tracking, c'est d'autres équipes que nous qui le font. Mais on est très intéressé d'être capable de comprendre l'ensemble de la chaîne pour s'assurer qu'ultimement, la valeur, elle soit entre les mains des joueurs et qu'on leur offre une expérience la plus cool, la plus agréable, la plus fun et la moins polluée par des problèmes techniques possibles. C'est ce qu'ils viennent chercher. C'est sûr. Ok, très clair. Bastien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou un sujet qu'on n'a pas abordé? On a abordé plein de choses, mais qu'on n'aurait pas abordé et que tu as envie d'évoquer. Se rappelant qu'on est dans un contexte chez Ubisoft où le produit n'est pas évident. Et quand tu veux évangéliser du produit, soit tu te dis, il y a un peu deux écoles, j'ai remarqué, il y a ceux qui vont se dire, il faut que j'aille parler tout en haut, là, que j'aille influencer le top, parce que ça ne marchera que si ça part du top. Et puis, il y a les petits soldats qui vont se dire, non, mais on va essayer de le faire à notre échelle, et puis on espère que ça va grossir. C'est un peu un mélange des deux qu'il faut arriver à faire. C'est très difficile, ça peut être très éprouvant. Parfois, c'est lent. Dans des grosses organisations comme Ubisoft, ça peut être assez lent. Mais une chose dans laquelle je crois, c'est que la recherche de démonstration d'impact dans l'approche produit, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ça qui va permettre, dans le cadre d'une transformation produit, d'amener des wins, des petites victoires pour démontrer itérativement au top que cette approche change la donne sur cette création de valeur. Donc, il s'agit d'être patient, d'itérer pour progressivement amener de la visibilité sur ce qu'apporte une approche produit. Ne pas tout de suite venir un peu en commercial du produit, vendre la sauce et dire si je fais du produit, ça va permettre ça, ça va permettre ça. Ça marche pas. En tout cas, je l'ai pas observé. Mais utiliser les différents wins qui peuvent exister pour venir évangéliser et puis progressivement taper un peu plus haut. Quand on a commencé à faire du produit en 2016 chez Ubisoft, on n'était que sur des petits wins en bas. Ça m'est arrivé de vouloir me dire tiens, je vais aller taper un peu en haut et puis je vais venir. Ça n'a pas marché. Okay. Donc il s'agit vraiment d'effectuer cette itération, mais de ne pas négliger l'importance de marketer les wins qui viennent par le bas. Trop intéressant. Beau mot de la fin là-dessus. Merci Bastien pour ton temps et pour tous ces éléments. J'imagine que si les personnes qui nous écoutent ou qui sont restées jusqu'au bout et ont vu cette vidéo souhaitent te contacter, j'imagine que tu es disponible. Bien sûr, avec plaisir. Ouais, tout à fait. Chouette. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas Martin. pour ton temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!